Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Je vous propose de découvrir ensemble les titres qui seront développés dans ce journal. Nous consacrerons aujourd'hui encore un large dossier à l'UNOC, la conférence des Nations Unies pour l'océan. Ce matin, le prince Albert II a été honoré par la Woods Hole Oceanographic Institution. John Kerry, l'ancien envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat et qui a lancé lundi à Nice un retentissant « Honte à nous » pour appeler à la mobilisation, interviendra dans ce journal. Le Med Fund, soutenu par la Fondation Prince Albert II, est basé à Monaco à 10 ans. Un anniversaire fêté à l'UNOC ce matin. La semaine Philo Monaco a débuté. Jusqu'à dimanche, la vérité est au cœur des réflexions. Ce matin, les échanges se sont faits sur la place publique au beau milieu du marché de la Condamine pour une nouvelle session des matinales qui se poursuivront jusqu'à vendredi inclus. Le mondial du théâtre revient. Le Festival international du théâtre amateur de Monaco se tiendra du 20 au 27 août. L'un de ses organisateurs, Patrice Cellario, viendra lever le voile sur ce qui attendra le public. La priorité nationale était la thématique retenue hier pour le premier rendez-vous de la série de réunions publiques proposée par le Conseil national. Nous y étions. La Roca Team en finale du championnat de Betclic Elite après une fin épique hier soir lors du match 4 des demi-finales. Les basketteurs monégasques retrouveront Paris à partir de dimanche pour se disputer le titre. Et puis les journalistes et a passé plusieurs années en poste à Rome, Lou Bémond de Senneville publie Vatican secret, 4 ans au cœur du plus petit État du monde, et il sera le deuxième invité de ce journal. Nous ouvrons donc cette édition avec une large page consacrée à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Alors que le président français Emmanuel Macron a annoncé hier que le traité sur la haute mer entrerait en vigueur au 1er janvier 2026, les échanges se poursuivent à Nice pour multiplier les solutions pour protéger les mers et les océans. Le prince Albert II participe au débat et ce matin, son engagement de longue date en faveur de l'environnement a été honoré par la Woods Hole Oceanographic Institution. Cette organisation indépendante américaine fondée en 1930 et dédiée à la recherche océanique a remis la Centennial Medal au prince souverain. Cette cérémonie a permis de rappeler que le navire de recherche de l'institution avait fait escale à Monaco en 1961 et que le prince Albert II était monté à bord avec sa mère, la princesse Grace. De nombreux membres de la WHOI ont assisté à cet événement, dont l'ancien envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry. Nous avons profité de cette occasion pour avoir sa vision de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Il répond au micro d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Well, I think it's been a very successful and very constructive conference with a massive amount of commitment to marine protected areas with more enforcement. I think that issue is now much more firmly on the table than it has been. I think the discussions about finance and sort of next steps have been really very productive. So I congratulate, I think President Macron delivered an important realistic, honest assessment of where we are and what the challenge is. And we have to all build off that. We have to reduce greenhouse gas emissions because that's what's warming the ocean. That's what's providing the increased acidity in the ocean. And the moisture that rises from a hotter ocean is what's creating all these floods and massive, much more intense storms around the world. So it's all connected. You can't solve the problem of climate without dealing with the ocean. You can't deal with the ocean without solving the problem of climate. And I think that's beginning to break through to people much more. We must speed up our energy transition. And that doesn't mean sacrifice. It doesn't mean less, it means more jobs, great, good job paying. It also means amazing scientific opportunity. And I'm absolutely convinced that if we do the things that we know we can do, we can win this battle. Coup de projecteur à présent sur une initiative créée il y a tout juste 10 ans pour financer durablement les aires marines protégées de la Méditerranée et dont Monaco est notamment à l'origine. Son nom, The Med Fund. Reportage à Nice d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal.
C'est un mécanisme financier innovant au service de la biodiversité, un fonds environnemental dédié aux aires marines protégées de Méditerranée. The Med Fund a vu le jour officiellement en 2015, mais l'idée a germé bien avant cela entre deux chefs d'État. Tout à fait, puisque c'est effectivement au-delà des 10 ans de célébration officielle, c'est depuis 2013 et au congrès Impact de Marseille que l'idée avait germé entre le président Hollande et le prince de créer une structure qui permettait de soutenir financièrement le fonctionnement des aires marines protégées. Donc on l'a mise en musique et depuis elle a bien prospéré et célébrer son 10e anniversaire aujourd'hui, c'était un moment un petit peu émouvant pour moi puisque j'ai vu naître et grandir l'un de ces entre guillemets, nombreux enfants que j'ai eus à travers ma vie. Monaco, la France et la Tunisie, 3 pays fondateurs unis dans un même objectif, garantir l'efficacité des aires marines protégées sur le long terme. Après une décennie d'action et de coopération, The Med Fund soutient aujourd'hui 20 aires marines protégées dans 10 pays, soit plus de 9500 km². Une action qui s'inscrit dans l'objectif international 30-30, visant à protéger au moins 30% des océans d'ici 2030. C'est très important d'avoir ces outils qui permettent de garantir une pérennité à ces aires marines protégées et de créer des synergies après, puisque ce n'est pas que des financements, c'est aussi du réseau. Donc je suis très heureuse que le Med Fund joue ce rôle. Il a montré son efficacité et il va continuer, j'espère, encore longtemps. Cet investissement responsable répond aux enjeux d'une nouvelle économie plus durable au bénéfice des communautés locales. À Nice, le gouvernement princier a renouvelé son engagement à hauteur d'1,5 million d'euros, un investissement qui s'inscrira dans la nouvelle stratégie 2025-2030. Protéger les mers et les océans, c'est protéger les espèces qui les peuplent. La préservation, par exemple, du phoque moine est cruciale pour la santé de la biodiversité marine. Cette espèce, méconnue un temps en voie d'extinction, reste vulnérable. Différents programmes œuvrent pour sa survie, dont un soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Explication. Avec ses grands yeux noirs et son pelage brun, le phoque moine est devenu un symbole de la biodiversité en danger. Autrefois une habituée des côtes méditerranéennes, cette espèce a un temps été classée en voie d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pendant longtemps, ils ont été menacés par la pêche parce que, évidemment, les pêcheurs ne les aiment pas. Ils se prennent dans les filets, ils abîment les filets, ils mangent du poisson. Bon, quand il n'y en a pas beaucoup, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand il y en a beaucoup, ça peut poser des problèmes. Mais aussi la pollution de l'eau, puisqu'ils sont sensibles à la qualité de l'eau. Et aussi l'urbanisation du littoral, puisqu'ils ont besoin d'habitats préservés. Et s'il y a trop d'urbanisation du littoral, évidemment, ça ne leur plaît pas. Quand la Fondation Prince Albert II de Monaco s'est engagée dans la préservation du phoque moine, les chiffres étaient alarmants. Moins de 400 espèces estimées en Méditerranée et en zone atlantique. Aujourd'hui, grâce aux actions menées en collaboration avec les différentes ONG pour sauver l'habitat naturel de cette espèce, les résultats se font ressentir. Certaines zones, jusqu'alors désertées par les phoques moines, voient leur retour. Depuis plusieurs années, on remarque un retour de l'espèce, donc déjà l'augmentation des populations qui serait estimée aujourd'hui à 1000 individus en Méditerranée et en Atlantique, et même une expansion des phoques qu'on retrouve maintenant, qu'on commence à revoir dans son habitat historique, comme en Albanie par exemple. Grâce à l'engagement des différents acteurs, l'espoir renaît et est prêt à se prolonger en Grèce notamment, où les communautés locales sont grandement impliquées. La Fondation a décidé de renouveler son engagement pour permettre ainsi de préserver l'habitat naturel des phoques moines et anticiper la coexistence avec l'homme. Voilà pour ce chapitre dédié à l'UNOC. À Monaco a débuté la semaine philo autour du thème cette année de la vérité. Le public a notamment été invité ce matin à prendre part ou même initier les réflexions au marché de la Condamine. Les débats étaient notamment animés par le journaliste de Monaco Info, Théo Schumer. Il nous livre un résumé de ce temps d'échange qui a été très apprécié. La philosophie est partout, tout le temps et tout le monde peut s'en saisir. C'est sur ce principe que s'appuie le programme de la Semaine Philo, à travers des conférences, des débats et bien sûr les matinales qui mettent les discussions au cœur de la place publique. L'échange, le partage est vraiment au cœur de ces rencontres.
C'est une rencontre avec la philosophie, mais également une rencontre entre les disciplines. La matinale au marché est un lieu propice et merveilleux pour cela. Voilà, vous le voyez, les gens viennent faire leur marché, s'arrêtent, écoutent, entendent. Une question surgit, donc ils peuvent la poser. C'est vraiment merveilleux d'avoir cette spontanéité. Cette année, c'est le thème de la vérité qui a été choisi pour la Semaine Philo 2025. Et pas par hasard, la vérité est au cœur de l'actualité dans un monde où la liberté d'expression, le complotisme ou la prolifération des fake news alimentent tous les débats. L'objectif est donc de reprendre les bases de cette notion fondamentale. C'est à la fois la thématique la plus classique, voire conventionnelle en philosophie, et qui subit un perpétuel changement, déplacement. Et donc on s'est dit, c'est peut-être le moment de reposer cette question très chargée philosophiquement, très chargée métaphysiquement, par la théologie aussi, ainsi de suite, mais qui a une actualité extrêmement forte et prégnante. La première matinale 2025 aborde l'angle de l'éducation à la vérité. Pour en débattre, 8 personnalités étaient conviées. Toutes proviennent d'horizons différents, offrant ainsi au dialogue une diversité de points de vue, comme la psychanalyse ou encore la justice, incarnée aujourd'hui par Chloé Salé, magistrate dédiée aux affaires familiales à Nice. En tant que juge des enfants, on représente la loi. Alors pas n'importe quelle loi, on représente la loi qui protège les enfants. La loi qui les protège lorsqu'ils sont en danger, la loi aussi qui pose une limite et les protège quand ils s'inscrivent dans des actes de délinquance. Et en fait, ce positionnement-là nous donne, en fait, en tant que représentant de la loi, une espèce de pouvoir symbolique qui nous permet d'avec les enfants, corriger ce rapport à la loi et ce rapport à la vérité. La Semaine Philo 2025 promet de belles surprises avec également de nouveaux visages au programme comme l'humoriste Gad Elmaleh. Une chose est sûre, la philosophie n'a pas fini de faire parler. Le 18e mondial du théâtre se tiendra à Monaco du 20 au 27 août. C'est le grand rendez-vous du théâtre amateur avec des troupes venues du monde entier. Le voile a été levé ce matin sur l'édition 2025 et l'un de ses organisateurs est avec nous ce soir. Bonsoir Patrice Cellario. Bonsoir. Ce mondial du théâtre, c'est un événement qui vous tient tout particulièrement à cœur. C'est presque une affaire de famille. C'est bien sûr le studio de Monaco qui a créé, inventé cette manifestation. Était une bande de copains dont faisaient partie mes parents. Donc effectivement, c'est un peu une affaire de famille. Mais bien au-delà de la famille rapprochée, c'est près de 200 bénévoles qui se mobilisent pour organiser la manifestation. Oui, c'est la grande famille du théâtre et c'est déjà le 18e du nom. Comment expliquer le succès d'une telle manifestation ? Alors ça vient peut-être du fait que, et on le voit au travers des dossiers de candidature que nous avons reçus, le théâtre amateur est vraiment une passion partagée par des pays, des gens d'horizons divers, du nord au sud, d'est en ouest. Sur les 5 continents, on a la même passion qui anime des gens. Le théâtre, c'est un vecteur de communauté, de fraternité, de culture. Et cette passion partagée permet en fait de donner envie de réunir en principauté des personnes qui partagent la même passion et qui permettent ainsi de découvrir des cultures, de découvrir des individus avec des différences bien évidemment, mais aussi des similitudes fort intéressantes à voir et à approfondir. Alors justement, d'où vont-elles venir ces compagnies qui se produiront? Elles ont été sélectionnées ou ce sont des fidèles du mondial? Ah non, c'est une sélection. En fait, les troupes n'ont pas le droit de participer à 2 festivals consécutifs. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre au moins 12 ans pour pouvoir participer à nouveau à un festival. Mais non, ce sont des pays des troupes qui font acte de candidature. On a reçu 62 dossiers qui émanaient de 41 pays différents. Et avec l'Association internationale du théâtre amateur, avec laquelle le studio est en partenariat pour l'organisation de cette manifestation, il y a un travail de sélection par un comité mixte paritaire, 8 membres qui sélectionnent sur un dossier qui est constitué de l'historique de la troupe, du processus de création, du choix, du scénario, du synopsis de la pièce, des photos, des vidéos, pour pouvoir permettre de
vérifier la haute qualité artistique du spectacle qui est proposé, mais aussi rechercher un équilibre culturel, géographique par rapport à la représentation du théâtre par des amateurs du monde entier. Et ce mondial donne ainsi un peu le reflet des traditions ou tout du moins des inspirations théâtrales actuelles selon les régions du monde? Oui, avec des choses assez, comment dirais-je, inattendues, sans qu'il y ait quelques jugements de valeur sur le terme de inattendu, mais on va avoir Sophocle qui est mis en scène par une troupe marocaine, on va avoir Ionesco mis en scène par une troupe d'Indonésie, Bukowski mis en scène par une troupe d'Arménie, dont ce sera d'ailleurs la première participation au festival. Donc 18 troupes avec des spectacles vraiment très diversifiés, qui viennent des 5 continents. On a la Nouvelle-Zélande pour l'Océanie, les Philippines, l'Arménie, l'Indonésie, le Japon pour l'Asie, les États-Unis, Cuba, la Colombie pour les Amériques, le Maroc, la République centrafricaine pour l'Afrique, et puis 8 pays européens qui seront également de la partie. Oui, c'est donc conséquent. Vous nous avez parlé de ces bénévoles qui seront mobilisés. Est-ce que vous avez encore besoin de monde pour vous aider dans la préparation puis la mise en œuvre de ce mondial? On a toujours besoin de monde et je fais un appel au bénévolat. Si des personnes sont intéressées par le théâtre, par simplement du bénévolat dans une manifestation culturelle internationale, téléphonez ou envoyez un message mondial du théâtre @monter-carlo.mc. On recevra toujours avec bienveillance et intérêt toutes les propositions de bénévolat. On en a toujours besoin. Voilà, on espère que votre appel sera entendu. Un dernier mot, quelles sont les modalités pratiques pour le public qui souhaiterait assister à ce festival international du théâtre amateur? Alors les spectacles sont gratuits, entrée libre dans la mesure des places disponibles. On demande aux troupes de jouer 2 fois, de manière à ce qu'on ait le maximum de places disponibles pour non seulement les festivaliers, mais également pour le public extérieur. On a le QR code qui permet de réserver les places, bien sûr sans frais puisqu'elles sont gratuites, et en fonction des places disponibles. Voilà, donc c'est extrêmement facile et c'est gratuit. Merci Patrice Cellario d'avoir été notre invité pour nous présenter l'édition 2025 du Festival international amateur de Monaco. Rendez-vous est pris du 20 au 27 août. Merci. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci à vous Patricia. Bonne soirée. La grande consultation organisée par le Conseil national à l'automne dernier avait montré l'intérêt des Monégasques pour des temps d'échange et d'écoute. Il s'était prononcé à 75% en faveur de réunions à l'initiative du Conseil national. Et c'est désormais chose faite puisqu'une première session a eu lieu hier soir. Les élus ont convié les Monégasques à se réunir autour d'un thème central, le respect de la priorité nationale. Retour sur cette soirée d'échange et de témoignages avec Léa Dutrouille et Thomas Deus. C'est au sein du Conseil national qu'une trentaine de citoyens assistaient hier à un rendez-vous inédit, la première réunion publique dédiée à la priorité nationale. Le problème, je suis monégasque et j'estime que dans la vie courante, on doit être solidaire. Et je trouve qu'à Monaco, cette réunion publique, c'est extraordinaire. Et je pense que pour l'ensemble des Monégasques, c'est l'essentiel. C'est d'être réunis et de poser des questions pour le bien de tous. Je viens ce soir pour écouter déjà ce que le Conseil national a à dire concernant la priorité nationale. Et dans mon cas, en l'occurrence, j'ai la priorité nationale qui n'a pas été respectée. Donc voilà, éventuellement poser des questions et avoir des réponses pour l'avenir. Aux côtés du président Thomas Brézot, les conseillers nationaux viennent à la rencontre des Monégasques pour échanger sur un sujet aussi sensible qu'essentiel, l'accès à l'emploi pour les nationaux dans la fonction publique comme dans le secteur privé. 2 heures d'échange parfois vifs, souvent empreints de déception ou d'incompréhension. Dans la salle, les témoignages s'enchaînent. Des Monégasques disent se sentir évincés, relégués à des rangs de priorité secondaire dans leur propre pays. Pour eux, leur nationalité ne veut plus rien dire. Au sein de la fonction publique, les chiffres sont là. Seulement 25% des agents sont monégasques, soit moins de 1000 sur près de 4000 postes. Alors derrière les critiques, un besoin se dresse dans l'hémicycle, restaurer la confiance, rendre à la nationalité son sens et sa force.
La Roca Team recevait l'Asvel hier soir pour le match 4 des demi-finales de Betclic Elite. Au terme d'une soirée au scénario qui restera gravé dans l'histoire du basket français, les Monégasques sont venus à bout de l'Asvel et se sont qualifiés pour leur 4e finale consécutive de Betclic Elite après 2022, 2023 et 2024. Le résumé du match est signé Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Éviter le piège d'un match 5 à l'Asvel, c'était l'objectif de la Roca Team avant le début de ce match 4. Mission accomplie pour Vassilis Spanoulis et ses hommes, malgré une entame de match compliquée pour les Monégasques qui auront longtemps été menés au score jusqu'à accuser un retard de 15 points à 5 minutes de la fin. La Roca Team a pu compter sur un Eli Okobo et un Matthew Strazel extrêmement adroits au tir, auteur de 44 points à eux deux hier, pour enclencher un comeback historique en infligeant un 20-0 à l'Asvel dans les 4 dernières minutes. En fait, on a dit qu'il y a plein de temps qui reste, il faut qu'on continue. Elle a désigné un système et c'est ça. On parlait de la défense, l'intensité, le rebond, comme toutes les séries. Ouais, on n'a jamais baissé les têtes, mais ouais, on toujours croyait si on joue nos matchs, si on respecte notre ADN, pourquoi pas. Un scénario qui restera gravé dans l'histoire du basket français et dans la mémoire de Vassilis Spanoulis. Maybe top 3. You know, this is crazy game, you know, and I tell also the guys why we are unfair to ourselves and we don't play like we have to. They can play because we are unfair. They are unfair to themselves. They can play really good basketball and sometimes we have up and downs and we are unfair. We relax without reason and you cannot do this. Maintenant, cap sur Paris pour les Monégasques qui tenteront de décrocher un 3e titre consécutif de champion de France. Le diocèse a récemment convié le journaliste Lou Bémond de Senneville pour une conférence sur le Vatican. Il faut dire qu'il connaît bien le plus petit État au monde. Il a été en poste à Rome pendant plusieurs années et a tiré de cette expérience un livre avec ce titre « Vatican secret ». Il est notre invité. Bonsoir Lou Bémond de Senneville. Bonsoir. Avant que l'on évoque plus particulièrement votre ouvrage, Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours. Vous avez fait des études de philosophie puis de journalisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la Croix après avoir été plus particulièrement spécialisé dans les questions européennes ? Écoutez, ce qui m'a poussé à rejoindre la Croix au bout de quelques années, effectivement, et depuis plus de 10 ans maintenant, c'est voilà son caractère posé, le fait que ce soit un quotidien qui fait bien partie du paysage médiatique français et en même temps un peu à part, parce qu'on cultive voilà ce goût du pas de côté, comme on dit chez nous. Oui, donc de l'analyse et un juste équilibre. Et puis en 2020, donc, vous rejoignez Rome. Le titre de votre ouvrage, il faut le dire, est très accrocheur, Vatican secret. Vous racontez les arcanes du Vatican ? Oui, les arcanes du Vatican, et puis je raconte en fait ma découverte comme journaliste qui arrive complètement de l'extérieur, de ce monde un peu étrange, il faut quand même le dire. On arrive, vous savez, au Vatican avec plein d'idées préconçues, même si on est un journaliste spécialiste de religion. Quand on n'a jamais eu affaire au Vatican, eh bien voilà, on arrive avec l'idée que cet endroit très secret, très fermé, où tout le monde parle italien, où tout est prévu depuis 1000 ans et pour 1000 ans, et bien voilà, on découvre qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Moi, en arrivant au Vatican, j'avais un peu l'impression d'être devant le mégalithe noir de 2001 Odyssée de l'espace, vous savez, ce film de Kubrick. Voilà, j'étais face en gros d'un gros bloc de granit. Et à Paris, la rédaction me disait « il faut que tu rentres là-dedans et que tu nous expliques ce qui se passe ». Donc ça a été assez motivant. Vous apportez notamment un éclairage sur la place des femmes dans cette société patriarcale. Oui, alors effectivement, les femmes sont pas forcément minorité au Vatican, parce qu'en fait, elles sont assez nombreuses à y travailler, mais elles travaillent souvent à des fonctions dites support, comme on dit dans le privé. Alors, il y a effectivement quelques femmes qui sont à l'équivalent de ministres, et donc le pape François a fait beaucoup pour ça, pour les promouvoir, mais l'essentiel des femmes, quand même, les femmes les plus nombreuses, elles sont assistantes. Effectivement, je raconte que à certains endroits du palais apostolique, par exemple, il n'y avait pas de toilettes pour les femmes, et donc on a dû en créer. Voilà, alors c'est des petites anecdotes, mais ça dit aussi quelque chose de l'invisibilité, de la non-présence des femmes dans cet univers, et où petit à petit elles sont de plus en plus présentes, c'est beaucoup dire, mais enfin elles sont moins absentes qu'avant.
Et pendant 4 ans, vous avez côtoyé le pape François. C'était une personnalité inspirante. Oui, c'était une personnalité d'abord impressionnante parce que c'est quand même le pape et donc il est revêtu de cette charge symbolique. Voilà, c'est quand même l'homme l'un des plus connus au monde. Et donc voilà, il y a toujours quelque chose d'inspirant, d'impressionnant. Et puis c'était un homme qui était capable d'être attentif aussi bien aux grands de ce monde que à une dame qui venait le voir et qui lui apportait des fleurs en bas de l'hôpital, vous voyez, et dont il pouvait avoir connaissance. Il recevait à la fois des princes, des rois et des présidents de la République, et en même temps, voilà, il était capable d'écrire à une personne dont on lui avait signalé qu'elle était en difficulté, qu'elle avait perdu quelqu'un, qu'elle éprouvait un chagrin particulier ou qu'elle avait une question particulière à l'encontre ou envers l'Église catholique. Oui, on a beaucoup parlé de son héritage lors de son décès au mois de mai. Mais vous, que retiendrez-vous plus particulièrement de lui ? Moi, je retiens deux gestes. Le premier, vous savez, c'est pendant le Covid. Le pape François célèbre une prière, préside une prière sur la place Saint-Pierre qui est à ce moment-là complètement vide. On est en plein milieu de la première vague du Covid qui frappe très durement l'Italie. Et il y a une scène qui est à la fois très cinématographique, parce qu'elle est très bien filmée par les services du Vatican, mais en même temps très forte, très émouvante. Ça, c'est un geste qui m'a beaucoup marqué. Et puis le deuxième geste, c'est un peu plus tôt, lorsque le pape François, c'était les premières années de son pontificat, reçoit des dirigeants du Soudan du Sud. Vous savez, c'est un jeune pays, mais qui est en proie à la guerre civile. Et pendant 2 jours, il est resté avec eux. Il a commencé ce moment avec eux en baisant leurs pieds. Voilà, il s'est agenouillé, il s'est mis à plat ventre, il a baisé leurs pieds. Il y avait là les 2 ennemis, faisant partie de 2 groupes ethniques différents, et il les a implorés de faire la paix. Des gestes très symboliques, effectivement. Alors parlons de Léon XIV, c'était un peu le candidat surprise. Est-ce que vous le connaissiez? Il a été fait cardinal plutôt récemment. Et que pouvez-vous nous dire sur lui? Est-ce que vous l'avez croisé? Oui, je l'ai croisé à plusieurs reprises lorsque j'étais au Vatican, parce qu'il était ce qu'on appelle préfet du dicaster des évêques, c'est-à-dire responsable de la nomination des évêques dans la moitié du monde à peu près. C'était un homme, moi je garde le souvenir d'un homme profond qui priait beaucoup, assez discret. Ce qui est marquant chez Léon XIV pour moi, c'est que c'est vraiment l'homme qui est de plusieurs mondes. Il est né à Chicago, il a travaillé au Pérou, il a travaillé à Rome, il a été missionnaire. Vous voyez, c'est vraiment l'homme mondial qui appartient à plusieurs cultures, plusieurs parties du monde. Et je pense que c'est aussi pour ça que les cardinaux l'ont choisi et l'ont élu comme pape il y a quelques semaines. Merci Lou Bémond de Senneville, rédacteur en chef adjoint à La Croix, d'avoir été notre invité après cette rencontre organisée à l'Agora diocésaine. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde, paru chez Stock. Merci. Merci à vous. La Maison de France a accueilli hier un nouvel opus de l'Happy Hour proposé par des musiciens de l'OPMC. Le Quatuor a joué de grands airs français et José Sacré y assistait. Dernier happy hour musical de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, c'était mardi 10 juin à la Maison de France, rue Grimaldi, à Monaco. Un quatuor de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Sybille Duchesne et Evgeny Maktin, violon, François Duchesne, alto et Delphine Perronne, violoncelle, ont interprété le quatuor en fa majeur de Ravel, le quatuor en la mineur de Hyacinthe Jadin et de Jean-Philippe Rameau, le 5e concert en sextuor édité par Camille Saint-Saëns et orchestré par François Duchesne. Donc ces pièces pour clavecin, à la base, donc, étaient uniquement pour clavecin, et c'est Camille Saint-Saëns qui les a transcrites pour 6 voix. Donc ça pouvait être de la flûte, ça pouvait être du violon, du violoncelle, toujours accompagné par le clavecin. Mais voilà, moi j'ai décidé de transcrire la transcription de Camille Saint-Saëns, en réalité de l'arranger pour le quatuor à cordes, car le 5e concert, il est un petit peu plus pauvre en matière de voix, puisque 4 voix se détachent et suffisent à rendre la partition vraiment très intéressante. Donc 100% français ce concert à la Maison de France, normal. C'est ça, 3 siècles de musique française à la Maison de France.
Dans l'actualité en bref, c'est à bord du Royal Clipper qu'a été célébrée hier soir la fête nationale suédoise. Alors le jour de l'anniversaire est très précisément le 6 juin et commémore principalement l'élection de Gustave Ier Vasa comme roi, c'était en 1523, et ce qui a marqué la fin de l'union de Kalmar, qui est considérée comme le début de la Suède moderne. On surnomme aussi ce jour la fête du drapeau. Et puis cette information pratique, vous pouvez actuellement profiter, et ce jusqu'au 30 juin, des préventes des entrées pour la grande exposition estivale du Grimaldi Forum qui ouvrira ses portes le 8 juillet. Les tickets sont à 7 €, soit moitié prix jusqu'à la fin du mois. L'exposition du Grimaldi Forum sera consacrée, je vous le rappelle, au chef-d'œuvre du Centre Pompidou et s'intitule « Couleurs ». Et pour refermer ce journal, retour sur la matinale philo ce matin, place du marché à travers les photos de Manuel Vitali. À suivre, les prévisions météo de Léa Dutrouille pour la journée du jeudi 11 juin. À demain, 19 h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous, bonne nouvelle, demain vous pourrez profiter d'une journée estivale avec un temps globalement ensoleillé, légèrement voilé par moments. Le soleil dominera tout de même largement les débats dans une atmosphère plutôt humide. Côté température, on restera dans des valeurs très agréables avec 21 degrés au petit matin. Concernant l'après-midi, jusqu'à 26 degrés seront attendus avec un ressenti de 34 degrés sous l'influence du soleil. N'oubliez donc pas votre crème solaire qui reste votre meilleur allié pour vous protéger des UV qui grimperont jusqu'à l'indice 8. Le vent quant à lui restera modéré autour de 15 km/h. Côté calendrier, ce jeudi 12 juin, ce sera la Saint-Guy du nom d'un jeune martyr sicilien du IVe siècle. Et puis ce jeudi marque aussi la lutte contre le travail des enfants, un combat porté par l'Organisation internationale du travail pour rappeler que partout dans le monde, des milliers d'enfants sont encore privés de leur droit à l'enfance. Une journée donc placée sous le signe de la mobilisation, de l'action et de la réflexion. Très bonne soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.